7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Bonjour Didier Maisto qui est aussi avec nous par Zoom. Bonjour. Bonjour, je suis très content de voir Nadine Morano dans les studios ce matin. Bonjour. Ok, quelle imitation. Nadine Morano, vous êtes députée européenne candidate à votre réélection en 6e position sur la liste de François-Xavier Bellamy. Une liste pour l'instant créditée à 8% des intentions de vote selon le dernier sondage IFOP du Ciel. Quel est votre rapport au sondage ? Vous y croyez ? C'est une image à un instant T, donc on regarde évidemment l'évolution des sondages, l'évolution aussi de la campagne sur le terrain, ce qui se passe aussi au niveau des médias. Mais en même temps, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent que cette élection, elle est majeure pour la place de la France dans l'Union européenne et pour la force de la délégation française au sein de l'hémicycle. Donc, je sais très bien que pour avoir connu une délégation forte de la droite avec plus de 20 élus, quand vous revenez à 8 et que vous avez un niveau d'effectif d'une délégation française qui est inférieur aux Roumains ou aux Hongrois, vous vous dites que fait la France ? Et c'est pour ça qu'il est très important de ne pas disperser les voix et d'avoir un vote qui est efficace pour le 9 juin. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, que je salue par ailleurs, nous avons une élection à un seul tour. Et cette liste de François-Xavier Bellamy, qui à la fois est composée de personnalités qui représentent les territoires, et qui représente aussi des compétences importantes pour pouvoir siéger dans cet hémicycle. Disperser les voix sur d'autres listes qui feront 5 ou 6%, eh bien, c'est aussi amoindrir la force d'une délégation française au sein du groupe du Parti populaire européen et amoindrir sa puissance. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas diviser les voix de la droite. Mais comment expliquez-vous justement cette division et le fait que les Républicains ne séduisent plus autant qu'avant ? Écoutez, moi je pense que François-Xavier Bellamy est quelqu'un qui a beaucoup de conviction et beaucoup de talent. On a la chance d'avoir un prof qui est à la tête de cette liste, un enseignant et qui par ailleurs a un vrai sens politique, qui a une vision et dont la voix mérite d'être entendue, qui a beaucoup travaillé pendant ce dernier mandat, qui a supporté la voix de la France, qui a même su s'exprimer face à Olaf Scholz, le chancelier allemand, pour lui dire un peu les 4 vérités sur la politique allemande en matière énergétique, en matière d'immigration, de manière évidemment très courtoise, mais très politique, face à un chancelier qui est de gauche et qui ne mène plus une politique de droite. Et donc, c'est notre partenaire essentiel, l'Allemagne, parce que le tandem franco-allemand, le couple franco-allemand, c'est extrêmement important. C'est la locomotive de l'Union européenne et ça doit le rester. Ce sont les États fondateurs. Et vous savez, moi, je viens de Lorraine. J'appartiens à une région qui a 3 frontières avec le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne. Et je suis très attachée, d'abord je suis patriote et européenne, mais patriote et européenne. Et ça veut dire que je crois à l'Europe des nations, que je suis gaulliste. Et quand je vois qu'à côté de chez moi, j'ai le plus grand cimetière allemand avec 35 000 soldats qui reposent là-bas. 35 000 soldats allemands qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un peu plus loin, un très grand cimetière américain et des nécropoles nationales. On sait ce que c'est que ce geste si fondateur du général de Gaulle et d'Adenauer, d'avoir ensemble voulu cette réconciliation allemande et française, cette réconciliation franco-allemande, on va dire, et qui me permet aujourd'hui de siéger dans l'hémicycle du Parlement européen à côté de Marlène Mortler, qui est une députée allemande. Et ça, on n'en parle pas suffisamment à tous les jeunes qui nous écoutent aussi, à tous ceux de ma génération qui appartiennent, moi j'ai 60 ans cette année, j'appartiens à la première génération qui n'a pas connu la guerre. Et je ne veux pas que ni mes enfants ni mes petits-enfants la connaissent. Et grâce à cette volonté de ces hommes politiques qui ont eu une vision de paix pour les générations futures, une paix durable, je crois qu'il faut continuer à porter ça. Et François-Xavier est dans cette vision à long terme intéressante. Et encore une fois, je trouve qu'avoir un prof de philo avec nous, où la société vit une vraie crise, c'est bien. Didier Maisto. Oui, vous l'avez dit vous-même, Nadine Morano,
effectivement, ce geste est important, cette réconciliation franco-allemande. Et de ce point de vue, je pense que personne ne le nie, personne ne regrette. Il y a eu des gestes forts aussi entre François Mitterrand, par exemple, et Helmut Kohl. Exactement. Alors, on se souvient tous de cette main, l'un et l'autre se tenant la main. Mais est-ce qu'on n'a pas, finalement, est-ce que la question, c'est de ne pas avoir su construire cette Europe des nations et d'avoir laissé, et peut-être avec le macronisme, ça on en est au paroxysme, cette Europe à la fois être prisonnière d'un néolibéralisme effréné, c'est-à-dire on déréglemente pour les marchés financiers, et allié à une superstructure, une technostructure très tatillonne qui, justement, à contrario, réglemente, mais pour les petits, pour les agriculteurs, pour les commerçants, les artisans qui se voient embêtés dans leur vie de tous les jours. Ça, c'est la première question. Et effectivement, ce que vous dites par rapport à François-Xavier Bellamy, incontestablement, il a de l'épaisseur, de la profondeur. Est-ce que vous ne souffrez pas, les Républicains, de la précédente campagne présidentielle catastrophique de votre candidate qui vous a tiré vers le bas et l'espoir finalement de la droite qui serait aujourd'hui incarnée par un rouleau compresseur qui se nommerait Rassemblement national? Alors, plusieurs points dans votre intervention. D'abord, oui, vous avez raison de saluer le geste, ce geste qui nous aura tous marqués entre Helmut Kohl et François Mitterrand à Verdun, se donnant la main, et rappelant qu'avec tous ces morts que nous avons connus au niveau mondial, avec 2 guerres mondiales, puisque mes grands-parents ont connu 2 guerres mondiales, donc les vôtres aussi. Mes parents ont connu une guerre mondiale. Et donc, tout ça, il faut quand même se rappeler que la construction de l'Europe, son ADN, cette volonté, ce socle, c'est d'abord la paix. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Après, vous nous dites que ma famille politique traverse... non, vous parlez d'abord de l'Europe en rappelant un peu quelles sont... ces difficultés. Moi, je trouve qu'on caricature beaucoup ce qui se passe dans l'Union européenne, je trouve. Les faiblesses de la France aujourd'hui, le chaos qu'on vit aujourd'hui en matière d'insécurité, en matière d'immigration. Regardez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie où rien n'a été anticipé alors qu'on connaissait le processus législatif. C'est pas à cause de l'Europe, par exemple. C'est simplement parce que on a un gouvernement qui n'a rien su anticiper. Et quand je vois ce chaos, il y a encore 4 morts, je me demande comment le président de la République maintient encore en fonction Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Enfin, moi, je trouve ça stupéfiant. Il y a eu 2 personnels pénitentiaires qui ont été abattus froidement dans notre pays. Je ne comprends pas pourquoi Gérald Darmanin, avec un bilan pareil en termes d'insécurité, en termes d'immigration, et au regard des événements qui viennent encore de se passer dans notre pays, reste ministre de l'Intérieur. Donc il y a une vraie question qui se pose, mais qui, pour le coup, vous le voyez bien, n'a pas de responsabilité européenne. Alors nous avons un territoire avec l'Union européenne de 450 millions de consommateurs. Nous avons su bâtir un marché unique. Nous avons su augmenter la prospérité des États membres. Vous parlez des agriculteurs. Aujourd'hui, nous avons aussi assuré la sécurité alimentaire pour l'ensemble des citoyens européens, avec une traçabilité des produits qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, je voudrais rappeler quand même, il y a des choses qui sont fondamentales. Lorsque vous achetez des jouets pour vos enfants ou vos petits-enfants, quand vous avez la norme CE dessus, ça veut dire que ce jouet a subi des contrôles qui, normalement, apportent la sécurité à votre enfant en manière d'achat de ce jouet. Quand vous allez acheter votre électroménager et quand vous avez les flèches de consommation d'électricité pour vous dire quel est le niveau de consommation d'électricité, pour servir au mieux les intérêts du consommateur, c'est ce qui a permis aussi de contraindre les fabricants à améliorer l'énergie consommée donc par l'électroménager et donc à réduire vos factures d'électricité parce qu'ils ont construit des appareils qui sont moins énergivores. Alors, c'est vrai qu'il y a des défauts dans cette Europe, parce que tout ne va pas bien. Il y a des défauts en termes de non-maîtrise de nos frontières extérieures. On en parlera, oui. C'est le vrai sujet, c'est la vraie faille de notre Europe aujourd'hui.
les frontières extérieures. À partir du moment où vous avez choisi de faire un espace Schengen de libre circulation des personnes et des biens, si vous n'arrivez pas à protéger les frontières extérieures, eh bien, il y a un impact évidemment majeur sur la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur de l'espace Schengen. Donc, cette faille, elle est celle-là. C'est à celle-là qu'il faut répondre. Et en rappelant que la Méditerranée n'a pas qu'une seule rive, elle a aussi la rive du continent africain, et que s'il existe l'Union européenne, il existe aussi l'Union africaine, et que nous devons aussi contraindre l'Union africaine à travers des sommets annuels qui doivent se tenir entre l'Union européenne et l'Union africaine, et se définir des modes d'action pour qu'il n'y ait plus une vague migratoire en provenance du continent africain, dès lors qu'on donne autant d'argent à l'aide au développement. Les Européens n'ont pas à payer 2 fois, à payer pour le développement de ces pays et à accueillir des gens qui rentrent par effraction sur notre territoire et qui n'ont pas à venir là. Donc la contrainte des agriculteurs ou les normes... Alors, il faut dénormer des normes qui ne doivent plus être, qui n'ont plus cours, et c'est d'ailleurs de notre proposition, à chaque nouvelle... si nous décidons d'une norme, il faut en enlever au moins 2 et regarder un peu ce qui est devenu obsolète sur ces sujets. Sur l'impact de Nadine Morano, juste une question, quand je vous entends, et il n'y a aucune malice dans ma question, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui du Rassemblement national ? Vous me piquez mes questions, Didier Mec. Non, parce que c'est une vraie question que tout le monde se pose, parce que quand on entend les discours, il y a eu un recentrage, certains, une dédiabolisation, certains diront de Marine Le Pen, sur l'euro, sur l'Europe, sur Schengen, sur plein de questions, y compris sur l'immigration. Votre formation politique, effectivement, qui a connu un certain nombre de problèmes, M. Ciotti, qui est arrivé à sa tête, qui tient à peu près complètement même le même discours que le Rassemblement national, et un certain nombre de personnes dans la population qui disent il faut l'union des droites, refaire le RPR d'antan. Est-ce que ces différentes ne sont pas simplement d'appréciation, de boutique, et d'un point de vue des idées, on ne voit plus très bien ce qui pourrait vous différencier, très honnêtement. Bah, écoutez, si, moi j'y vois beaucoup de choses en fait. C'est le résumé un peu caricatural toujours de ce qu'on entend dans les médias. S'agissant de la question migratoire, quand nous étions au pouvoir, et je le dis très clairement à votre antenne, franchement, quand je regarde le bilan de notre action gouvernementale, j'ai été ministre de Nicolas Sarkozy, eh bien, je vais vous dire, c'était mieux avant. On avait fait baisser la sécurité de plus de 12%. Aujourd'hui, on a une augmentation des coups et blessures depuis 2017 de 67%. Les homicides, c'est près de 1000 agressions par jour. En termes d'homicides, c'est 1000 homicides en 2023, une augmentation de 6% sur l'année précédente. C'est plus de 7% des violences sexuelles. Enfin, c'est quand même incroyable. Nous avions interdit les signes religieux à l'école, l'interdiction de la burqa, la fin des prières de rue, les peines planchées, moins 17% de la délinquance entre 2002 et 2012. On avait par ailleurs une politique familiale qui était très puissante. On y consacrait 5% de notre produit intérieur brut, 100 milliards d'euros, et on n'a jamais lâché les familles malgré la crise économique et financière. Donc on a toujours été très attaché à la politique familiale. On avait un taux de fécondité de 2 enfants par femme. Aujourd'hui, on est descendu à 1,6. Aujourd'hui, c'est le chaos. Alors, pour revenir au Rassemblement national, excusez-moi, mais vous avez d'un côté Macron qui fait du en même temps, et puis vous avez le Rassemblement national qui fait du volte-face. Enfin, rappelez-vous, le Rassemblement national, c'est quoi ? C'est se réjouir du Brexit et de dire c'est la victoire de la liberté, c'est soutenir Nigel Farage à l'époque qui faisait campagne en disant oh là là, il faut sortir de l'Union européenne, regardez la question migratoire. Alors je rappelle que le Royaume-Uni n'est pas dans l'espace Schengen, qu'il n'y a jamais eu autant de tentatives de traverser de la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni, qu'aujourd'hui le Royaume-Uni qui est sorti du marché unique connaît de graves difficultés économiques et financières. D'ailleurs, j'en
j'en veux pour preuve que le Rassemblement national et Madame Le Pen ne demandent plus la sortie de l'Union européenne, alors qu'ils ont demandé de multiples fois la sortie de l'Union européenne, qui demandaient encore de multiples fois la sortie de l'euro, qu'ils ne demandent plus non plus. Ils ont aussi dit qu'il fallait arriver à sortir de l'énergie nucléaire, ce qui est contraire à ce que nous voulons conserver. Bien au contraire, ça a été une catastrophe. Justement, ma question... Donc tout ça, elle est claire. Oui, mais Didier Maistre, je suis désolée, c'est clair. Avant, on disait qu'on gagnait une élection au centre. Ça a eu cours, hein, vous vous en souvenez, pendant 3 décennies. La France, ça se gagne au centre. OK. D'où le MoDem, Bayrou et des gens de droite ou de gauche qui finalement étaient des centristes européens ou européistes selon la sensibilité des uns et des autres. Est-ce que vous ne diriez pas aujourd'hui que ça s'est inversé et qu'en France, il faut un discours de fermeté, voire d'extrême droite, comme en Italie, par exemple, avec Giorgia Meloni, hein, qui une fois élue, s'est précipité dans les bras d'Ursula von der Leyen en disant « Vive l'Europe ». Alors certains diront « principe de réalité », parce que l'Italie est plantée d'un point de vue de la dette, de son PIB, elle est très endettée, etc. C'est à peu près à quelque chose près tout à fait similaire à la situation française, et vous connaissez bien l'Italie. Est-ce que c'est pas un peu ça, une question de curseur de discours, et est-ce que, in fine, c'est pas les citoyens qui sont à voir au bout du bout? Moi, je pense pas que ce soit une question de curseur. C'est une question... Regardez, à chaque fois que le Rassemblement national a été haut, moi, je me rappelle de 2007, de 2009, lorsque Nicolas Sarkozy a gagné l'élection présidentielle, lorsque nous avons gagné en 2009 les élections européennes où le Rassemblement national était au plancher. C'est que quand vous menez une politique qui correspond à l'attente des gens, vous n'avez pas une colère si grande. Aujourd'hui, si le Rassemblement national est aussi haut dans les sondages, et d'ailleurs, notamment depuis François Hollande et Emmanuel Macron, c'est que les gens sont tellement en colère, en ont tellement ras-le-bol. Vous savez, moi, je fais campagne sur le terrain. J'entends les gens me dire « Ah là, mais il faut voter contre Macron. » D'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse. Je vous rappelle qu'avant 2019, le scrutin pour les élections européennes, c'était un scrutin régional, c'est-à-dire de grandes régions. Moi, j'ai été tête de liste en 2014 pour la région de la zone Est, où j'avais fait 22%, et je remercie tous les électeurs qui nous avaient soutenus, et que j'appelle aussi à revoter pour nous massivement ce 9 juin. Emmanuel Macron a fait un scrutin national. Pourquoi ? Parce que En Marche n'avait pas de représentation dans les territoires. D'ailleurs, le Rassemblement national non plus. Quasi pas d'élus locaux, pas de parlementaires, pas d'antenne. Voilà. Et donc, il en a fait un scrutin national qui lui revient en boomerang dans la figure, puisque c'est devenu, cette élection, non pas sur un enjeu européen qui est pourtant fondamental pour la représentation de la France, mais c'est devenu un enjeu de référendum contre Macron. Voilà. Alors je dis que si, à tous ceux qui nous écoutent, si vous en avez marre de la politique d'Emmanuel Macron, il y a d'autres solutions que le vote unique de colère. Il y a un vote de colère qui peut se ramener vers une famille politique qui vous propose à la fois le sens de la responsabilité et le sens de la réalité. Donc sur la question migratoire, bien sûr, il s'arrime à ce que nous on fait, à nos propositions. Mais enfin, j'observe que sur la question migratoire, au Parlement européen, parce que quand j'entends « nous n'avons pas voté le pacte asile et migration », le Rassemblement national dit ça. C'est faux, parce que d'abord, je voudrais que tous ceux qui écoutent comprennent et sachent que ce pacte comprend 10 textes législatifs. Donc, nous en avons voté 3, qui sont des textes techniques qui améliorent le contrôle, l'identification et qui permettent d'aller à une procédure accélérée, donc de faire un filtrage de tous ceux qui arrivent et qui doivent être concentrés à nos frontières extérieures de l'Union européenne, donc qui ne doivent pas pénétrer dans l'Union européenne. Les députés européens du Rassemblement national, dans la commission dans laquelle je siège, avaient voté pour ce dispositif de filtrage et a voté contre en séance plénière. Donc, il y a quand même des sacrés incohérents chez eux. Non mais Didier Maistre, je voudrais vous dire une chose, c'est que centre, gaulliste, tout ça, la réalité c'est que quand vous entendez par exemple Éric Zemmour, à qui j'avais dit que c'était que son aventure présidentielle en sortant de CNews, en étant polémiste et en voulant être candidat à l'élection présidentielle, je lui avais dit que ça ne marcherait pas.
D'accord ? La réalité, c'est que ça n'a pas marché à un point tel que par Rappelez-vous, ailleurs... j'avais prédit 5%, j'étais pas très loin. Hein. Voilà. Quand les sondages, Je dit 5. je lui avais dit aussi que d'être candidat... Alors, il a été candidat à une élection législative qu'il n'a pas gagnée. Et donc, moi, quand j'entends le parti Reconquête dire... il faut faire l'union des droites. Nous sommes les seuls à proposer l'union des droites. Ils sont quand même culottés. C'est quand même les seuls à diviser la droite. Quand vous écoutez Sarah Knafo qui tape à bras raccourcis sur le Rassemblement national hier sur France 2, et quand vous entendez l'ensemble des autres élus de cette liste qui tapent sur les Républicains à bras raccourcis, et ça vient nous parler d'union des droites, il ne faut pas exagérer. C'est les premiers à être des diviseurs. D'ailleurs, quand vous regardez le début de la liste, ce sont Marion Maréchal a quitté le Rassemblement national. Bon, Nicolas Bay a quitté le Rassemblement national. Vous avez Guillaume Pelletier qui a quitté les Républicains, mais qui était passé par le Rassemblement national. Donc, c'est une espèce de petite succursale du Rassemblement national c'est un groupe de petits diviseurs qui ne méritent pas à ce que vous portiez vos voix sur leur liste, parce que ça va affaiblir la droite républicaine, la droite qui a un vrai projet autour de François-Xavier Bellamy. Et là, quand vous me parliez de sondage au début de cette émission, vous dites vous êtes à 8. S'il n'y avait pas les diviseurs en plus, on serait sans doute à 15. Donc, moi, je dis que si on veut absolument mettre en difficulté Emmanuel Macron pour avoir une vraie politique qui respecte les nations, qui respecte la France et qui aura son poids au sein de cette délégation française au Parlement européen, il faut voter massivement pour le vote utile, c'est-à-dire François-Xavier Bellamy, et surtout pas s'éparpiller sur une liste qui risque de faire 5, et donc de donner moins de puissance à François-Xavier Bellamy, qui a démontré, lui, qu'il savait porter la voix de la France au sein de ce Parlement européen. Alors, en 1 minute, parce qu'on a le bulletin d'actualité, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy a donc annoncé les grandes lignes de son programme cette semaine. Avant de revenir sur certains points de son programme, il a notamment évoqué la présidence de Ursula von der Leyen. Nous souhaitons une alternance à la tête de la Commission européenne. Je pense qu'on peut dire qu'Ursula von der Leyen représente un vrai boulet dans la campagne de François-Xavier Bellamy, qui tente pourtant de prendre ses distances. C'est pas contradictoire de voter contre sa présidence et de rester au sein du PPE ? Non, alors... En 1 minute, vous me redonnerez la parole. Je vous en parle après. Juste après. Oui, alors à ce moment-là, on passe au bulletin d'actualité, et puis je vous repose la question juste ensuite. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nadine Morano, je vous posais donc la question de Ursula von der Leyen, de la cohérence de la présence des Républicains au sein du PPE, malgré un vote contre sa réélection. Voilà, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je le dis très clairement, il faut bien comprendre que le candidat à la présidence de la Commission, c'est pas les groupes politiques qui vont en décider. C'est le Conseil européen, parce qu'avant, on avait ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, qui n'a pas été respecté, parce que le candidat à la présidence de la Commission européenne est choisi après les élections et doit respecter, c'est le Conseil européen, donc c'est les chefs d'État qui doivent choisir, oui, en respectant le résultat des élections, c'est-à-dire le groupe politique qui arrive en tête dans l'ensemble des États membres. Le Conseil européen doit choisir le candidat à la Commission européenne issu de cette famille politique. Admettons, et je le souhaite, le Parti populaire européen remporte ces élections. Vous nous dites, von der Leyen, c'est un boulet. Mais je suis désolée, c'est d'abord le boulet d'Emmanuel Macron. C'est pas le nôtre. Parce qu'en 2019, quand notre famille politique s'était réunie en congrès, nous avions choisi la candidature de Manfred Weber. Bon. Les élections sont gagnées par le Parti populaire européen au niveau européen. Et que fait le Conseil ? Il ne choisit pas la candidature proposée donc par notre famille politique, Manfred Weber. Ils choisissent la candidature de Madame von der Leyen, donc Monsieur Macron, et Madame Merkel se mettent d'accord pour proposer Ursula von der Leyen. Donc le Conseil accepte cette candidature, qui n'était ni la volonté du groupe du Parti populaire européen, ni notre volonté à nous en tant que délégation. Donc c'est la candidate d'Emmanuel Macron qui a été nommée. Je rappelle qu'à l'issue, Madame von der Leyen, il n'y a pas très longtemps, est venue à Bordeaux
au congrès de En Marche, enfin de Renaissance, qui est le parti politique de M. Macron. Elle a fait l'été dernier la rentrée politique de ce parti-là. Donc, ça n'est pas notre candidate. Il faut que ceux qui nous écoutent comprennent bien que Ursula von der Leyen n'est ni notre candidate. On est au cœur du problème, Nadine Morano, vous voyez, parce que effectivement, Manfred Weber était votre candidat, et Madame von der Leyen a été imposée par M. Macron et par la chancelière allemande, et j'allais dire même exfiltrée de son ministère de la Défense, où elle avait fait des catastrophes. Elle avait ouvert ce ministère de la Défense à tous les lobbies. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on le voit bien, c'est qu'elle fait la même chose à la tête de la Commission européenne avec un barycentre, un centre de gravité politique qui s'est déplacé du Conseil européen ou même du Parlement européen vers la Commission européenne, à telle enseigne que quand les Chinois la reçoivent sans offusque, ne comprennent pas trop ce qu'elle vient faire là, ils ne viennent pas l'accueillir à l'aéroport et dans le rang protocolaire, lui réservent celui de ministre du Tourisme. Tout ça n'est pas anecdotique parce que finalement, ça dépossède les citoyens de leur vote. C'est vraiment important. On l'a vu au moment du Covid avec les contrats avec Pfizer et ces fameux SMS. Et on l'a vu aussi que son mari, le baron von der Leyen, qui est dans la thérapie génique, a bénéficié des fonds de relance européenne, a créé des filières factices qu'il a dissous aussitôt après avoir capté tous les fonds de relance européens, alors qu'il est à la tête d'une entreprise américaine. Et donc, il n'y a pas de débat sur finalement le Big Pharma, la santé. Non, mais on ne va pas aller là-dessus, sinon on ne va pas avoir assez de temps pour que je puisse vous répondre. Il n'y a pas de débat, je voudrais vous entendre là-dessus, sur l'Ukraine. Il n'y a pas de débat sur l'Ukraine. Elle est à la fois vendeuse d'armes et laboratoire pharmaceutique géant. C'est vraiment choquant. Ok. Non, Didier Maisto, il faut que... Bon, j'ai expliqué que le candidat ou la candidate à la présidence de la Commission européenne donc, est choisi par le Conseil européen et ensuite ratifié par le Parlement européen. C'est-à-dire qu'il y a un vote des députés qui acceptent ou non cette candidature. Je rappelle qu'en 2019, moi je n'ai pas voté dans l'hémicycle pour Ursula von der Leyen. Elle est venue devant notre commission, j'ai été ravie de la recevoir puisque je la connais bien. J'ai été ministre de la Famille en France. Quand elle a été ministre de la Famille en Allemagne, je l'avais reçue en France puisqu'elle voulait s'inspirer de la politique familiale française pour pouvoir la mettre en place en Allemagne, notamment sur le développement des modes de garde pour les familles et sur notre fiscalité qui à l'époque était beaucoup plus avantageuse et qui a été par la suite rabotée par François Hollande et dans la continuité. D'ailleurs, Macron n'a pas amélioré ces dispositifs. Et ensuite, elle a été au travail et moi, j'ai été à l'apprentissage à la formation professionnelle. Elle m'a donc reçue à Berlin où j'étais reçue dans l'usine BMW où le patron était quelqu'un qui était issu de l'apprentissage. Bien, elle est venue faire son discours devant notre groupe politique qui était plutôt pas trop mal. Mais après, elle a fait le tour des groupes parce qu'il faut être ratifié par l'ensemble du Parlement. Il faut qu'elle obtienne une majorité. Et après, elle nous a tenu un discours qui était verdoyant, on va dire, qui a amené d'ailleurs au pacte vert sur des textes qu'on n'a pas votés, notamment sur le tout voiture électrique obligatoire en 2035. Des choses qui n'étaient pas acceptables pour nous. Donc moi, je n'ai pas voté pour elle. Et notre délégation avec François-Xavier Bellamy n'a pas voté pour elle. Donc elle n'est pas notre candidate. Elle n'a pas été la présidente choisie par nous. Elle ne sera pas demain. J'observe que on ne sait pas donc qui sera choisi à l'issue de ces élections. J'espère que ce sera quelqu'un de notre famille politique. Je voudrais dire que Madame Marion Maréchal Le Pen, qui tape là aussi à bras raccourcis sur Ursula von der Leyen, je voudrais simplement dire que le gouvernement italien travaille avec Ursula von der Leyen et franchement, quand je regarde la situation du groupe dont elle prétend après se rattacher, le groupe ECR, on vient d'apprendre que le groupe ECR ne présente pas de candidat pour être candidat à la présidence de la Commission. Donc on voit bien que c'est un micro-groupe et que ça n'apportera rien à la France de voter pour cette liste-là, d'aller dans ce micro-groupe qui, plus que ça,
ce micro-groupe politique, donc les conservateurs et réformistes, sont pro-OTAN, c'est-à-dire tout ce que Éric Zemmour combat. Pro-élargissement, pro-adhésion de l'Ukraine, tout ce qu'Éric Zemmour combat. Et donc, on se retrouve à avoir une liste qui nous explique qu'ils vont siéger dans ce groupe. Mais en fait, pour faire quoi ? Cette liste, elle n'a juste pour objectif que de nous affaiblir et de ramener, de tenter d'essayer d'avoir des élus pour sauver ce fiasco qui a été Reconquête à l'élection présidentielle. Donc, diviser la droite, ça ne marche pas. Il faut une droite unie et forte des électeurs sur une droite qui représente les gaullistes et tous ceux qui mettent en place, tel que moi je le porte aussi, cette Europe des nations fortes, la volonté de la paix, de la prospérité, de la maîtrise de l'immigration avec des dispositifs concrets et efficaces, qui maîtrisent aussi, tel que le voulait le général de Gaulle, notre mix énergétique, assurer l'indépendance de la France et de nos compatriotes en matière d'énergie, en matière de santé, en matière de sécurité, en matière de fiscalité. Et je termine par un mot, quand même. Vous avez Macron de l'autre côté, Macron qui lui veut l'effacement des nations, quand le Rassemblement national voudrait l'effacement de l'Union européenne. Eh bien, le général de Gaulle était très attaché au veto de la France, c'est-à-dire à ce qu'on ne passe jamais en majorité qualifiée. Macron voudrait passer en majorité qualifiée. Et donc, ce qui veut dire que demain, si on passait en majorité qualifiée et non pas à l'unanimité, nous perdrions ce droit de veto. Et je terminerai par une seule phrase, pardon, Didier Maistre, parce que c'est important, je voudrais quand même le rappeler. C'est que quand le Rassemblement national se félicitait du Brexit, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à mettre nos pêcheurs français dans une grande difficulté. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc quand on fait des volte-face comme ça fait bien, on parle bien, on fait du média training, on est super bon sur les plateaux, sauf que la réalité concrète dans les politiques, ça amène cette politique de colère. Quand vous regardez de près le résultat de leurs propositions ou de leurs actions, eh bien, c'est pas ce qu'il faut pour la France. Donc, pour remonter la France, ils font des personnes qui ont une vraie vision du pays, un langage clair et fort. On va fêter le 80e anniversaire du débarquement le 6 juin. J'appartiens à un parti politique qui est d'une filiation gaulliste, dont je suis fière, et que tous ceux qui nous écoutent, qui respectent nos racines chrétiennes dans notre pays et sur notre territoire européen, qui veulent que la France reste la France, eh bien, il faut voter massivement pour la liste de François-Xavier Bellamy et ne pas disperser ses voix sur, au final, l'affaiblissement de ce que représente la droite. Rapidement, Didier Maistre, s'il vous plaît. Alors, sans aller dans la radicalité du Brexit ou du Frexit, etc., est-ce que vous ne diriez pas, parce qu'on sent poindre en creux dans votre long exposé, une critique un peu de l'atlantisme de la Commission européenne, de l'Europe, de l'Union européenne en général, et cette Europe fédérale, puisque finalement, même si M. Macron ne l'a pas verbalisé, M. Glucksmann l'a fait. Hein. Il a dit que le projet, et pour moi, Glucksmann et Hayet et Macron, c'est exactement la même famille de pensée. Oui, c'est exact, vous avez raison. On peut appeler ça une pensée. Bon, c'est la gauche. Est-ce que vous ne diriez pas qu'il y a... on pourrait peut-être modifier un petit peu les choses? Est-ce que la présidente de la Commission européenne n'a pas pris trop de poids politique parce qu'elle se comporte aujourd'hui comme une véritable présidente de l'Union européenne? Et c'est comme ça qu'elle est promue, c'est comme ça qu'elle est reçue à l'étranger. C'est comme ça que M. Macron la met en avant. Oui, mais je sais, je suis tout à fait d'accord. Mais je suis d'accord. Je trouve ça inacceptable que je l'ai dit publiquement, puisque j'ai même fait des tweets. J'ai été scandalisée qu'elle se permette d'aller en Ukraine apporter des papiers de candidature à l'adhésion de l'Union européenne. Je rappelle que tout élargissement de l'Union européenne doit être validé par chacun des États membres, que les Français auraient donc, en cas de volonté d'élargissement, à se prononcer soit par voie référendaire, soit par voie parlementaire, mais que chaque État membre doit accepter cela. Et de quel droit se permet-elle d'avoir des initiatives qui ne relèvent pas de sa compétence et elle devrait être mise en place. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron a beaucoup affaibli la voix de la France dans l'Union européenne et c'est
objectivement, c'est devenu un handicap pour nous. Un handicap d'autant plus que quand vous regardez ces résultats en matière économique, en matière de dette, en matière de commerce extérieur, en matière d'insécurité, la France n'est plus un modèle. La France est montrée du doigt. Et donc, à un moment, moi, c'est pour ça que j'appelle tout l'électorat de droite à se mobiliser, à faire front ensemble, à ne pas se diviser, à se rassembler et que chacun prenne ses responsabilités, que les diviseurs arrêtent de diviser. Moi, je l'avais dit à Éric Zemmour à l'époque, nous l'avions invité dans notre famille politique. Il était venu débattre chez nous. Donc, que Guillaume Pelletier soit parti, j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Je lui avais même dit, reviens, il vaut mieux une réunification qu'une division. Bon. Il est resté là-bas, il a même perdu sa circonscription. Aujourd'hui, il tente de survivre politiquement en faisant cette espèce de petit groupe. Je regrette même que Nicolas Bay, excusez-moi, mais Nicolas Bay, qui était au Rassemblement national, siégeait dans ma commission. Lorsque nous devions travailler sur la refonte de la directive retour, il était ce qu'on appelle rapporteur pour son groupe. Moi, je l'étais rapporteur pour le mien. Eh bien, il a été obligé de quitter cette commission. Il n'a pas fait le travail jusqu'au bout. Et j'observe aussi que Marion Maréchal a été élue conseillère régionale en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'elle a déserté. Même son grand-père avait dit, elle quitte la région, elle a été élue à Carpentras députée, elle quitte la région. Si c'est pas pour une raison grave, c'est quand même une désertion. Elle a quitté la région, PACA, quand même. Elle a été présidente du groupe, elle a quitté la présidence du groupe d'opposition qu'elle présidait. Quand on a un mandat, on y va jusqu'au bout. Et par ailleurs, elle est plus revenue après au Conseil régional. Là, elle se présente à ce mandat européen, mais rappelez-vous, pendant la dernière élection présidentielle, à la question qui lui était posée, qui soutiendrez-vous entre Éric Zemmour et Madame Marine Le Pen, elle avait dit qu'elle soutiendrait le mieux placé. Moralité, elle est partie, elle a quitté sa tante pour aller rejoindre Éric Zemmour, qui au final a fait 7%. Donc vous voyez bien que tous ceux qui nous font la leçon sur le fait de l'union ne sont que des diviseurs qui nous amènent à perdre. Donc moi, j'appelle à la responsabilité tout l'électorat de la droite à se mobiliser massivement derrière François-Xavier Bellamy. Nadine Morano, dimanche a lieu un débat assez attendu entre François-Xavier Bellamy et Louis Boyard. Quel est l'enjeu de ce débat ? C'est un enjeu. Moi, j'aurais aimé qu'ils débattent aussi avec Jordan Bardella, je vous cache pas. Ah oui. Alors, franchement, c'est possible ça. Je comprends pas. Jordan Bardella a débattu avec Madame Ayé, il a débattu avec Monsieur Glucksmann. Il va débattre avec Monsieur Attal. Et il va débattre avec Monsieur Attal. C'est bizarre, il refuse de débattre avec François-Xavier Bellamy. Pour tous ceux qui nous font des leçons sur soi-disant la droite, mais qui débattent et que les Français puissent trancher sur ce qui est un vote de colère et ce qui est un vote de raison et d'efficacité. Et donc, il n'a pas débattu non plus avec Madame Ayé. Moi, je souhaite à ce que François-Xavier Bellamy puisse débattre avec Madame Ayé et puisse débattre, c'est le sens de la démocratie, avec Jordan Bardella. Je dis à Jordan Bardella, chiche, débattez ensemble avec François-Xavier Bellamy. Alors après, avec Monsieur Boyard, il avait déjà été lui porter la contradiction face à Sciences Po. Voilà une extrême gauche qui est un danger pour la France. En quelques secondes. Qui s'inscrit, vous savez, moi je suis allée en Israël après ce crime atroce, ce pogrom du 7 octobre. J'ai vu, je suis allée dans le kibboutz de Be'eri, je suis allée à Sderot, j'ai rencontré les familles, j'ai vu les images sur place. Et quand j'entends la France insoumise, ou plutôt soumise aux islamistes, j'ai honte de leur positionnement. Honte! Et je dis, je soutiens évidemment Israël dans la possibilité de se défendre et de ramener les otages, ces enfants, ces bébés qui sont retenus là-bas dans des conditions catastrophiques. Quand j'entends la France insoumise de parler de cessez-le-feu sans mettre d'abord en avant la liberté, la libération des otages, ils me font honte. J'espère que François-Xavier Bellamy, qui évidemment mettra fortement en difficulté M. Boyard, qui fait honte même lui-même à l'Assemblée nationale, quand je vois arriver au Congrès débraillé, je trouve que c'est une honte pour ce que représente l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est mon avis. Merci beaucoup, Nadine. Merci à vous de m'avoir invité. Merci
de ce long échange où on peut vraiment dérouler un argumentaire. Ça fait plaisir que de ne pas être obligé de couper une demi-phrase quand on fait une matinale de 8 minutes. Voilà, bienvenue sur Radio Courtoisie. Merci. On vous réinvitera avec grand plaisir. C'est vraiment de la courtoisie. Merci Nadine Morano.